Jérôme est un Burundais de naissance. Je suis né le 21 septembre 1969 à Colline Nyavyamo, commune de Bururi, province de Bururi. Je suis âgé de 53 ans. Je suis père de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Je suis marié légalement à une seule femme. Je suis journaliste depuis 2004. Sinon avant, j'étais enseignant pendant 10 ans. J'ai embrassé la carrière d'enseignant de langue au secondaire en 1994. J'ai fait 2 ans au lycée de Bururi, c'est en province de Bururi, comme enseignant de Kirundi au cycle supérieur. Après, j'ai été promu directeur d'un lycée communal en province de Bururi toujours, lycée communal de Gassanda, c'est en zone Gassanda, en commune de Bururi. Et après 2 ans, il y a eu fermeture de ce lycée pour cause de crise sécuritaire et j'ai été obligé d'arrêter les fonctions de directeur. Je suis allé devenir enseignant de français au lycée de Kiremba Sud depuis 1997 jusqu'en 2004. Au niveau du cursus, aujourd'hui je suis détenteur de 2 diplômes. Un diplôme de master en journalisme et un diplôme de licence en langue et littérature africaines, tous 2 délivrés par l'Université du Burundi, que j'ai fréquenté depuis l'année académique 1990-91. J'étais vraiment, disons, fasciné par le métier de journaliste. Je suivais les éditions du journal Parler, surtout à la radio. Je suivais aussi les programmes médiatiques, radiophoniques, je veux dire, surtout les débats. Ça m'intéressait beaucoup et je me disais si un jour je pouvais devenir journaliste. Et voilà que le ciel a souri envers moi. Et en 2004, le studio Ijambo, qui à l'époque venait de gagner un projet de gouvernance démocratique, qui avait un volet médiatique, a fait un appel pour le recrutement des journalistes, tout nouveaux journalistes, en fait des gens qui n'avaient jamais fait le journalisme, qui avaient quand même un niveau universitaire. C'était très intéressant pour moi. C'était vraiment un rêve de devenir réalité parce que j'avais toujours aspiré à devenir journaliste, mais je n'y étais pas encore parvenu. Et voilà, cette année-là, on a commencé en fait en 2005, effectivement. Et je me souviens que c'était une période des élections. C'est là où on a commencé la carrière de journaliste au studio Ijambo. Et le premier jour où nous sommes entrés, on nous a fait désencadrer. On a dit, voilà, vous serez encadré par tel journaliste. Et moi, je me souviens, mon encadré, c'était un certain Aloïse Nioyita, un journaliste très chevronné, mais qui était très petit de taille. Et quand il était là, on ne pouvait pas imaginer que ce soit quelqu'un d'aussi important. Et la première chose qu'il m'a fait, il m'a dit, voilà, tu vas à l'état-major pour trouver une interview avec le chef d'état-major intégré. À l'époque, c'était un état-major intégré des forces de défense, des anciennes forces armées burundaises et des anciens mouvements rebelles. Il m'a dit, tu vas trouver une interview chez le chef d'état-major. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. C'était un peu dur, mais c'était quand même pour moi un plaisir aussi de pouvoir commencer cette carrière que j'avais tant envie.
Et je me souviens que le jour où on avait passé l'interview finale, la directrice du studio Ijambo, alors Lena Silas-Mder, une américaine, qui est aujourd'hui vice-présidente de Search for Common Ground à Washington, m'avait posé la question de savoir quelle était ma première qualité pour devenir journaliste. J'avais dit, je suis patient. Et il était très ravi d'entendre que la patience était une qualité pour un journaliste. Quand vous allez chercher une interview, il peut pleuvoir, la personne à l'interview peut traîner, vous pouvez trouver des contretemps, vous pouvez avoir des difficultés de déplacement, il y a tout. Et si vous êtes patient, vous allez décrocher votre information. C'était ça, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand j'ai embrassé la carrière, alors, on a fait un stage de 3 mois. C'était vraiment, à l'époque, on était très contents parce qu'il y avait des séances de formation très sérieuses où on prenait du temps pour nous former sérieusement. On nous disait, vous allez rédiger un papier et vous allez présenter ça. Et quand vous avez rédigé votre papier, généralement, il y avait des responsables qui étaient chargés de l'écoute préalable avant la diffusion. Et des fois, on vous jetait le papier à la figure, vous allez reprendre et c'est foutu. Des fois, je me souviens, un jour, j'étais allé chercher une interview dans un camp de déplacés à Tankoma, en province de Gitega. C'était un site de déplacés, des gens très mécontents. Quand je suis arrivé là, ils m'ont refusé l'interview. Et comme on nous avait appris heureusement des astuces pour pouvoir draguer les informateurs, je suis parvenu à décrocher une information que j'ai amenée avec sueur. Et quand ça a été diffusé, parce que nous à l'époque on produisait des papiers qui étaient diffusés directement à la radio Isanganiro, qui était très jeune de quelques 2 ans, parce que la radio n'avait que 2 ans à l'époque, 2-3 ans. Et nous, on était des correspondants presque de la radio, mais qui étaient basés au studio Ijambo. C'était parce que, en fait, la radio était aussi une émanation du studio Ijambo, en quelque sorte, parce qu'elle avait été créée par l'association des journalistes du studio Ijambo. Et voilà, un jour, je suis allé chercher une interview en province de Muramvya. C'était un reportage à la source qui était appelé communément Karimanzira pour la radio Isanganiro. J'étais allé à la recherche d'une information par rapport à un truc qui s'appelait Vacation International. On disait avec Vacation International, c'est un club qui va permettre à des gens de se reposer, de mener une vie aisée. Il y aura une piscine qui change de degré, une piscine tantôt avec eau chaude, tantôt avec eau froide. Et les gens qui avaient créé ça, c'était des escrocs. Ils ont dit, bon, les gens payaient de l'argent, et ils entraient au club, et après on leur disait qu'ils allaient gagner un peu plus d'argent. Et les gens se sont mis à payer de l'argent, et le type, ou l'association, quand elle a amassé tout cet argent, c'était volatilisé. Moi, quand je suis arrivé à Bugarama, j'ai vu la pancarte qui montre Vacation International. Je suis allé voir, je n'ai trouvé qu'une sorte de bois, donc une sorte de petite forêt naturelle, où il n'y avait qu'un veilleur et une corde qui s'étiraient comme si c'était une parcelle qui allait être viabilisée. Je lui ai posé quelques questions par rapport à ce truc de club Vacation International. Il m'a dit, ça n'existe plus. C'est fini. Les gens qui avaient initié cela sont partis. Ils sont déjà, si pas en Amérique, au moins en Europe. Et les gens, malheureusement, ils ont dépensé leur argent. Je me suis dit, mon Dieu, moi j'avais défendu ça à la rédaction de la radio et du studio. J'avais dit, j'ai un reportage que je devais chercher là-bas. Et j'étais vraiment très, très, très désolé, très déçu. Je me suis dit, bon, on nous avait aussi appris, heureusement, ce qu'ils appellent dans le jargon journalistique le plan B.
j'ai pensé ce qui pouvait être le plan B. J'ai fait un reportage sur la minoterie de Muramvya, son état des lieux, sa production, ses défis et ses pistes, ses perspectives. Et voilà, je suis venu avec ça. Et quand j'ai raconté ça à la rédaction du studio Ijambo, ils m'ont dit « Waouh, toi tu deviendras un grand journaliste ». C'était mon premier grand succès et j'étais très content. À côté de ces papiers qu'on produisait pour la radio Isanganiro, il y avait des émissions que nous produisions pour le compte de la radio nationale, pour le compte de la radio Bonesha, qui était jadis Umwizero, et pour la radio aussi, une radio dite la radio Kwizera de la Tanzanie, parce qu'on avait un projet régional, un projet foncier, et c'était ça d'ailleurs ma première émission que je produisais. L'émission s'appelait Ichibare Chachu, produire notre patrimoine. C'était par rapport au conflit foncier et comment les Burundais parvenaient petit à petit à résoudre les conflits ou à transformer de manière pacifique les conflits fonciers. C'était un magazine de 30 minutes sur le conflit foncier. On faisait parler les parties en conflit, on faisait parler aussi les médiateurs, on faisait parler aussi l'administration, la CNTB à l'époque, etc. Donc tous les acteurs qui intervenaient dans la résolution du conflit foncier, on les faisait parler. J'ai été aussi appelé à l'animation d'une émission en direct à la radio Isanganiro, une émission sur l'actualité de la semaine qui s'appelait Girishu Shikirije. Donc on donnait le plateau ou le micro aux auditeurs qui appelaient pour s'exprimer par rapport aux informations qui avaient été diffusées pendant la semaine sur la radio. Alors au studio Ijambo, j'ai fait 2 ans. Après la 3e année, on a réduit le personnel. Et le personnel du studio Ijambo a été réduit à 80%. Donc, c'est-à-dire, nous étions 30 journalistes, il en est resté 6. Et donc, quand je suis parti, heureusement, comme au niveau de la création de la radio Isanganiro, ils avaient prévu que les journalistes du studio Ijambo seront toujours prioritaires quand il faudra embaucher à la radio Isanganiro. J'ai eu la chance d'être recruté directement à la radio Isanganiro comme journaliste, mais d'abord comme correspondant, parce que la radio Isanganiro avait fait appel au recrutement d'un journaliste et correspondant pour la province de Gitega. Et quand je suis venu, j'ai postulé. Et après, quand je suis venu passer le test comme correspondant en province de Gitega, bon, j'ai été retenu. Et après, on a dit, mais lui, il a déjà commencé à animer une émission en direct ici à la radio. D'abord. Et puis, visiblement, il a déjà produit des émissions. Est-ce qu'il ne pourrait pas produire des émissions au siège? Après, je ne sais pas comment la direction de la radio Isanganiro a analysé la question et a délibéré sur ça. Et on m'a rappelé, on a dit, toi tu viens travailler au siège. Je suis arrivé au siège, on m'a confié une émission qui était semblable à la radio, à l'émission Ichibare Chachu. C'était aussi par rapport au conflit foncier, mais c'était propre à la radio et l'émission s'appelait Burundi Murima Wisangi. L'émission s'appelait Burundi Murima Wisangi, comme pour dire que le Burundi est un patrimoine commun pour nous tous. Voilà, j'ai animé cette émission pendant, je crois, 1 année. Et après, on a créé une émission. La radio a créé une émission en partenariat avec l'Observatoire de l'action gouvernementale, une émission qui semblait être une sorte de débat. Là, nous sommes en 2007. C'était une émission qui s'appelait Kebuka Wibaze. C'était en partenariat avec l'OAG. Et on m'a confié cette émission et on a vu que petit à petit, je pouvais produire des émissions de débat. Après, la même année, début 2008, il est venu une émission de formation des journalistes pour le débat politique. En 2008, c'était un projet qui était financé par le projet d'appui à le plan d'action commun
d'appui aux médias, PACAM. Et elle est d'origine rwandaise. Elle venait de faire 24 ans à la RFI et au Canal France International. Et nous a formés dans la modération du débat radiophonique et télévisé. Et nous étions à 8, il y avait d'autres journalistes qui étaient sélectionnés à partir d'autres radios. C'est notamment Jérôme Nzokiranevye, qui finira par devenir le DG de la RTNB jusqu'en 2015, je crois. C'était aussi un certain Freddy de la RTNB, qui aujourd'hui aussi, je crois, des fois il anime aussi des débats. Il y avait d'autres, il y a une certaine Alice qui à l'époque était sur Bonnet FM, elle n'est plus au pays, et d'autres. Nous étions à 8 en tout cas. Et nous avons bénéficié d'une grande formation pendant, je crois, 3 semaines, où on apprenait toutes les astuces de modération du débat, mais aussi de formation des formateurs. Parce qu'après nous avoir formés, nous avons produit des émissions de débat réelles, des émissions de débat qui étaient diffusées sur les radios. Et puis après, nous avons été formés comme formateurs du débat. On nous a aussi donné la méthodologie de formation des formateurs. À côté de ce qu'on a appris, parce qu'on a été formés, c'est vrai, mais à côté de ça, il y a aussi, je dirais, une sorte de don. Ce qu'on a dîné, c'est notamment le fait de pouvoir facilement avoir un verbe facile. Et ce que j'ai vu, c'est que la modération du débat, c'est quelque chose de très important pour les journalistes parce que ça vous permet d'accroître ou d'agrandir votre carnet d'adresses. Moi, personnellement, ça m'a permis de connaître beaucoup, d'entrer en relation avec beaucoup de personnalités, de grandes personnalités même, et à telle enseigne que même des fois quand nos confrères devaient inviter des gens pour venir participer dans des émissions, des fois ils pouvaient refuser, mais quand vous appelez, parce que vous avez déjà cette relation, ça devenait facile. Moi, j'ai eu à inviter des gens à la place de mes confrères parce que j'avais gagné ce tact facile et cette relation avec les grandes personnalités grâce à la modération du débat. Je crois que c'est quelque chose de très important. On m'a confié le débat hebdomadaire, le débat Kunama, Mosaïque. C'est le grand débat de la radio Isanganiro, c'est une émission phare. Et c'est depuis 2008 que j'ai animé ça. Et après, je suis devenu chef de programme à la radio Isanganiro. Et comme je continuais à animer l'émission et que j'étais aussi devenu chef de programme, j'étais responsable des journalistes et des autres journalistes et producteurs. Donc, à ce niveau, j'ai commencé à me sentir responsable de pouvoir renforcer les capacités de mes journalistes parce que j'étais devenu maintenant responsable, un chef de service à la radio. Et après, effectivement, j'ai commencé par de petites formations pour les journalistes et surtout les nouveaux. Quand les nouveaux étaient venus, on a toujours essayé de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent devenir des producteurs qui puissent être de taille. Voilà, j'ai commencé comme ça. Mais entre-temps, en 2011, j'ai été appelé à participer à la deuxième promotion de formation en master. C'est là où j'ai décroché le master en journalisme. C'était délivré par l'Université du Burundi. Comme j'ai fait cette formation, on nous a aussi appris des techniques de communication, mais aussi la méthodologie, comme des formateurs, l'andragogie, tout ça. Et après, je me suis dit, maintenant, il faut aussi que je renforce ces compétences de formateur. Alors, en 2013, j'ai quitté la radio Isanganiro pour aller retourner au studio Ijambo. Cette fois-ci, non pas en tant que journaliste producteur, mais en tant que coordinateur média, à cette fois comme le coordinateur du studio Ijambo. Et là, alors, j'étais formateur, carrément, parce que mes journalistes étaient là, les journalistes du studio Ijambo.
et les journalistes des radios partenaires au studio Ijambo, je devais chaque fois organiser des sessions de formation. Le gouvernement m'a à maintes reprises appelé à former les porte-paroles des institutions, les porte-paroles des ministères, les chargés de la communication, sur différentes thématiques, notamment comment organiser une sortie médiatique, notamment la communication institutionnelle, notamment la différenciation d'un communicateur et d'un journaliste, comment on essaie de former, de renforcer. Après, finalement, à Search, comme coordinateur du studio Ijambo, j'ai fait à peu près 9 ans, parce que j'ai quitté cette année en 2022, depuis 2013. Alors quand j'ai quitté, maintenant je fais carrément, presque exclusivement cela, les productions, mais aussi et surtout les formations en journalisme et en communication. Maintenant que j'ai mis en place, que j'ai créé une maison, une entreprise, avec plusieurs, disons, départements, dont un département pour la formation en journalisme et communication et un département pour la production médiatique, donc un studio que j'ai créé, le studio qui s'appelle Rushimba Studio Innovation. C'est la voie de l'innovation, là où on donne la parole aux gens qui innovent. Donc, il y a aussi un département pour la traduction et l'interprétariat, parce que je vous ai dit que j'ai fait les langues et littératures africaines. Je voudrais aussi que ça soit valorisé. J'ai aussi un département pour l'élaboration des projets et des stratégies, surtout médiatiques, pour des gens qui veulent approcher les barrières partenaires techniques et financiers. On leur fait des projets qui vont vendre et après ils paient pour la maison. Le journalisme, c'est une école éternelle. Vous pouvez passer, maintenant je viens de passer 18 ans, bientôt 18 ans. Bientôt 18 ans, c'est 17 ans aujourd'hui, évolue comme journaliste, mais je me sens toujours dans le besoin. Et c'est cette humilité professionnelle qui doit guider en principe les journalistes. La raison pour laquelle il existe ce que les gens appellent conférence de rédaction, ce que les gens appellent conférence de production. La rédaction, c'est ça. C'est un ensemble où tout le monde se complète. Et maintenant, la communication, c'est l'action de communiquer. Et l'action de communiquer ne signifie pas nécessairement la vérité au centre de ça. Parce que vous pouvez communiquer sans nécessairement dévoiler la vérité. Parce que la communication, c'est la vente de l'image. Or, l'image a 3 dimensions. Il y a l'image réelle, il y a l'image voulue et l'image imprimée. L'image que les autres imprimée, qui apparaît à l'extérieur. Et si vous êtes communicateur, vous êtes obligé de vendre l'image voulue. L'image voulue. Vous voulez que les gens vous conçoivent comme tel, et c'est ça que vous vendez. Ça peut ne pas être vrai. Et comme ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, vous allez essayer de mentir. Et vous ne direz pas que vous êtes en train de mentir, mais vous allez communiquer cette image-là. Et vous allez défendre, qu'il vente, qu'il neige, vous devez défendre cette image-là. Par contre, le journalisme, vous ne devez diffuser que la vérité. Et une vérité vérifiée. Et la vérification de la vérité, c'est quoi? C'est le recoupage des sources. Contrairement à la communication, pour la communication, une seule source suffit. Mais pour le journalisme, au moins 3 ou 4 sources pour les recouper et diffuser la vérité. Voilà la différence. Oui, en 2010, que le chef de l'État m'avait appelé, parce que lui, il suivait les émissions que je produisais, etc.
Et en 2011, j'ai été appelé pour postuler comme membre du Conseil régional de l'information. C'était un organe au sein de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Et comme j'ai été invité comme ça, j'ai dit, mais bon, j'y vais. Et en 2010, j'y suis allé. Je me suis fait élire au niveau du Conseil national de la communication. C'était les organes, c'était l'institution qui faisait le vote. Et j'ai été élu comme représentant du Conseil général de l'information. Et après, là, j'ai commencé maintenant à voir que je pouvais préparer un module de formation, que je pouvais préparer une présentation sur une thématique et que je pouvais présenter ça au niveau de la sous-région. Et les gens avaient aimé. Et comme j'avais évolué dans un monde de résolution pacifique des conflits, j'ai commencé par le journalisme sensible au conflit. J'ai donné ces formations à maintes reprises aux journalistes des différentes radios, des différents médias. Et bien sûr, après, je disais que la République m'a encouragé. C'est le chef de l'État qui m'a appelé, qui a dit « Maintenant, nous avons des porte-paroles qui répondent aux questions des journalistes sans nécessairement connaître les différentes techniques de communication institutionnelle. Est-ce que tu peux nous aider ?» Et on m'a confié une consultance de la République, une sorte de consultance en coaching. Moi, je faisais le coach parce que j'avais, depuis 2008 jusqu'en 2012, c'est moi qui animais les émissions publiques, que ce soit avec le chef de l'État ou les porte-paroles des institutions. J'étais animateur central de ces émissions-là. Après, quand j'avais quitté et que j'avais commencé à ne pas animer ces émissions-là, c'est maintenant que j'ai été appelé à être le coach. J'ai fait le coaching pendant 3 ans au porte-parole des institutions, au chef de l'État lui-même. Et après, j'ai vu maintenant, je pouvais aussi former d'autres acteurs et surtout les journalistes. J'ai commencé alors la formation là timidement avec des séances de coaching dans les différentes radios. Et je me suis dit, ça je pouvais le faire, mais chaque fois que j'avais le temps, parce que ce n'était pas toujours évident qu'on me fasse un congé pour aller former. Maintenant, après, quand j'ai quitté Search, cette année 2022, c'est là où j'ai commencé alors à faire la formation, à assurer la consultance de manière permanente. Donc, Rushimba SMS. Rushimba, c'est une abréviation en Kirundi qui signifie rondera, ronka, shima, biheko, abandi. La devise, c'est quoi? C'est kurondera, ushima, usabikanya. Donc, ça interpelle les gens à fournir des efforts, des initiatives. Ça interpelle les gens à dire merci quand ils ont bénéficié de quelque chose. Et ça interpelle les gens à partager, à penser aux autres quand ils ont obtenu ce qu'ils ont toujours cherché. Voilà, Rushimba SMS. SMS signifie Société Multiservice. Donc ce n'est vraiment pas SMS comme le message, ça signifie tout simplement Société Multiservice. Multiservice, c'est pourquoi? Parce que ça a 5 chambres. Une chambre pour la formation. Formation en quoi? En technique de journalisme et de communication. Et ça, c'est pour résoudre un problème. J'ai constaté que les journalistes qui sont recrutés par les médias aujourd'hui, ils ont des difficultés à pouvoir s'intégrer dans le métier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de formation de base. Et maintenant, la chambre de formation en journalisme et communication qui se retrouve au niveau de Rushimba SMS, elle va évoluer d'ici en une école secondaire technique de journalisme et de communication. Et comme ça, même les gens qui vont faire, les étudiants qui vont faire la communication aux universités,
ils auront des bases au secondaire. C'est ça ma vocation. Il faut qu'ils apprennent d'abord le journalisme. L'école post-fondamentale, la formation post-fondamentale en journalisme et communication. Comme on fait pour l'économie, pour les sciences et les technologies, pour les langues et les sciences sociales. On va faire aussi pour les techniques de journalisme et de communication. Et comme ça, les gens qui vont poursuivre l'enseignement académique dans la filière de communication, ils seront à l'aise. Et après, ils vont pratiquer directement le métier après avoir été bien formés. Ça, c'est un. Deuxième chambre, c'est la production des contenus professionnels. J'ai constaté que les gens, les médias, ils ont des défis pour pouvoir avoir des contenus professionnellement traités qui vont diffuser, des émissions, des programmes. Et les gens, les journalistes, ils sont formés sur le tas. Ils sont recrutés directement pour prester directement. Et à un certain moment, il y a un défi de professionnalisme. Nous avons eu le temps d'être formés, sérieusement. Il y avait des formateurs réguliers. Mais ce n'est pas évident pour tous les journalistes aujourd'hui. Maintenant, nous avons un souci de pouvoir avoir un contenu professionnel. Nous avons un studio que nous avons créé qui s'appelle Rushimba Studio Innovation. Pour répondre à quelle question? À la question de l'innovation. Nous avons des médias diversifiés qui produisent avec diverses lignes éditoriales. Mais la ligne éditoriale ici pour Rushimba Studio Innovation, c'est la voie de l'innovation. Ça veut dire quoi? Nous nous sommes dit, dans tous les domaines, il y a moyen d'innover. Dans tous les secteurs de la vie, on peut faire innovation. Même en cordonnier. Un cordonnier qui ne fait que le travail du cuir, du soulier, à un certain moment, il a de l'innovation. Il met des initiatives nouvelles. Même le chauffeur, vous le voyez toujours au volant, vous pensez que c'est la routine. À un certain moment, il peut innover. Et pour nous, au niveau de Rushimba Studio Innovation, dès que vous avez innové, on vous donne le micro et vous parlez. Et vous parlez de ce que vous avez comme innovation, mais surtout, vous parlez de ce que vous avez rencontré comme défi pour que les autres puissent apprendre à partir de votre expérience. Si vous avez innové et que vous avez trouvé solution à un problème et que vous êtes maintenant hôte à Rushimba Studio Innovation, ça veut dire que les autres apprendront de vous. Et c'est ça que nous visons au niveau de Rushimba Studio Innovation. Nous, quand on a commencé au studio Ijambo, il y avait des magnétophones, c'était des sortes de bandes cassettes. Et la cassette où on utilisait le stylo pour retourner en arrière, parfois pour que on enregistre sur la bande cassette. Et là, c'était devenu moderne. Parce qu'un peu avant nous, c'était un truc qui était très lourd où on utilisait des ciseaux pour couper, etc. Donc, on a évolué. Et après, nous, on a commencé maintenant avec les CD, etc. Mais aujourd'hui, au moment où vous parlez, c'est diffusé en ligne, partout. Et sur l'Internet, dans le monde entier. Mais nous, je vous ai parlé d'une émission que nous produisions pour la radio Kwizera. Nous mettions ça sur cassette et on devait transporter ça jusqu'à Muyinga pour croiser quelqu'un de la Tanzanie qui prenait ça pour aller faire diffuser à la radio Kwizera. Tu vois comment ça a évolué. Et aujourd'hui, vous produisez, en même temps, vous mettez en ligne et tout le monde est en ligne et suit maintenant. Maintenant, nous avons des difficultés, nous les vieux, nous avons des difficultés à nous adapter. Moi, si vous me dites, vous allez faire ça, je dis, mais comment est-ce que ça va se passer? Mais évidemment, comme nous sommes de la génération la plus heureuse, on essaie aussi de... C'est la génération, en fait, qui accepte d'étudier, d'apprendre. Mais est-ce qu'on est capable? Je me dis. Mais il y a le défi du numérique. C'est bien que c'est vraiment spontané, c'est bien que c'est vraiment en temps réel l'information, mais il y a le défi maintenant
de la vérification des sources dont j'ai parlé. Quelqu'un balance un truc, il s'enferme dans sa chambre avec son téléphone, il produit, entre guillemets, une information, il y balance et tout le monde saute dessus et c'est multiplié. Maintenant, les histoires d'atteinte à la vie privée, c'est facile de commettre ça. Maintenant, les histoires de protection des sources, ce n'est plus. Maintenant, la protection des mineurs, des victimes, de tout ça. Parce qu'il y a des obligations légales. Je vous ai dit que je suis au CNC depuis 11 ans. Il y a des obligations de protection des mineurs. Vous n'avez pas diffusé des cadavres, des images de cadavres. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, vous allez trouver que c'est diffusé. Des victimes de viol, avec une identité qui est là. Donc, alors que c'est interdit par la profession. C'est bien maintenant au niveau du scoop. C'est bien au niveau de l'instantané. Mais c'est vraiment problématique au niveau du respect des procédures professionnelles. Surtout la protection des sources, la protection des mineurs, la protection des mœurs, de la culture, et même les images choquantes et tout ça. Donc, même les droits des enfants, des victimes, tout ça. Il y a vraiment. Là, je pense que même, ça devrait même être un clin d'œil pour les responsables à tous les niveaux, des gens qui ont un mot à dire ou qui ont à intervenir dans le secteur de la protection de la profession de journalisme et des médias. C'est là où il faut travailler sérieusement. Le journalisme, c'est une école éternelle. L'humilité professionnelle, c'est le premier leitmotiv pour un journaliste. Vous pouvez passer 20 ans dans le métier, vous aurez toujours à apprendre. Il faut que les gens apprennent à se faire lire. Moi, des fois, j'ai honte. Je vous ai dit que j'ai fait les langues. Des fois, j'ai honte quand je vois un truc qui est publié et qui regorge de fautes, même d'orthographe, même de langue, et qui sont publiées, des choses qui sont publiées. Pourquoi la publication avant la vérification? Il faut que les gens apprennent à se faire lire. Vous avez produit un article, c'est bien. Vous donnez à quelqu'un, à votre collègue, jetez un coup d'œil s'il vous plaît. Et s'il faut corriger, essayez de corriger avant que votre information parcourt le monde entier. Parce que dès que c'est lancé, dès que vous êtes connecté, on revoit la vie privée. Bonjour, la vie publique. Et c'est le malheur pour vous. Voilà ce que je voulais dire. C'est surtout ça. Il faut vraiment avoir cette humilité professionnelle pour les journalistes. Il y a des gens qui viennent de passer beaucoup de temps. Et ce n'est pas évident que ce soit les meilleurs. Mais il y a des gens qui viennent de passer peu de temps, mais qui sont forts en fonction de la thématique. Et il faut que les gens apprennent à être complémentaires. Une autre chose par laquelle je voudrais terminer, il faut que les journalistes ou les médias reconnaissent que, en plus du droit à l'information, il y a aussi le devoir de professionnalisme, le devoir de responsabilité sociale. Moi, je peux collecter des informations de 3 heures et n'en diffuser que 30 minutes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est vrai ne doit pas être diffusé nécessairement. Il ne faut diffuser que la vérité qui est au service de la vie.